Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Ce matin, nous allons parler de la manière dont la foi dans le judaïsme peut nous aider à nous relever après une épreuve incompréhensible, si injuste, si inhumaine. Bonjour Jonathan. Bonjour Steve. Votre livre vient de paraître, Toulouse, 19 mars 2012. L'attentat de l'école Ozar HaTorah par ceux qui l'ont vécu. Le 19 mars 2012, vous aviez 17 ans. Vous étiez élève à l'école Ozar HaTorah à Toulouse et étiez à l'internat. Ce lundi matin, à l'heure où les enfants arrivent, un terroriste sème la terreur dans l'école et il assassine Jonathan Sandler et ses deux enfants, Arié et Gabriel, et Myriam Monsonego. Pourquoi? Pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre maintenant, 10 ans après? J'ai ressenti le besoin d'écrire ce livre pour enfin donner la parole aux témoins, enfin donner la possibilité aux victimes de s'exprimer, de raconter, qu'ils puissent enfin reprendre leur place, qu'on puisse mettre en lumière cet attentat qui a trop souvent été passé sous silence, que les victimes puissent retrouver leur place de victime. C'était important. On a trop souvent parlé du terroriste, l'affaire porte son nom. Et j'avais vraiment à cœur qu'on puisse, une fois le livre terminé, être imprégné de qui étaient Jonathan, Arié, Gabriel et Myriam. Votre judaïsme semble être comme une épée contre la douleur. C'est tout à fait ça. On a une foi qui a été renforcée par cet attentat. On a eu cette chance d'avoir des modèles exemplaires en la personne de M. Monsonego, son épouse Yafa, Eva Sandler, Samuel Sandler. On les a vus se relever avec beaucoup de bravoure, de dignité. Et je crois sincèrement qu'on a suivi leurs pas. Vous pouvez m'expliquer un petit peu comment, à des moments aussi fragiles, aussi déboussolants, aussi violents, quand on est un étudiant comme vous, quand on est un jeune garçon comme vous qui aspirait à la religion, comment elle nous aide? Dans quel texte on va? Dans quelle prière on va? De quelle façon on se force ou on accepte? Je crois qu'on se force à accepter. On remet notre destin entre les mains de Dieu, complètement. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec M. Monsonego, avec Yafa, son épouse, avec Eva Sandler. Et ils le disent eux-mêmes, ils le disent avec beaucoup de gravité, mais c'est le destin qu'a choisi Dieu. C'est ce qu'a choisi Dieu. Et on n'aura aucune explication rationnelle à ces événements, jamais. On a beau chercher à comprendre, on ne trouvera pas d'explication. Et le seul moyen de réellement tenir, c'est de s'en remettre à la foi, c'est de s'en remettre à Dieu. Votre livre commence samedi 17 mars 2012. Pouvez-vous nous raconter de quelle manière vous avez décidé de faire le récit de ces 3 journées? J'avais envie, avant de raconter le 19 mars, de raconter les jours qui ont précédé, pour montrer à quel point on avait une vie banale. Une vie de lycéen, collégien, dans une école de la République. Vraiment une vie en toute simplicité, mais avec des moments très joyeux, des moments de gaieté. Et progressivement, on arrive vers ce 19 mars avec des rêves prémonitoires, notamment des ressentis de la part des élèves très particuliers. Et puis la journée du 19 mars commence encore une fois de façon tout à fait banale. Chaque élève se réveille, se prépare à affronter une journée de classe et on est à des années-lumière d'imaginer que quelques secondes plus tard, on sera confronté à la mort. Et ensuite, la journée se déroule et j'ai décidé de reprendre chronologiquement cette journée, par tranche horaire bien précise,
et d'entrecouper tous les témoignages des élèves présents ou absents d'ailleurs. C'était important pour vous de recueillir tous ces témoignages, autant des professeurs qui ne sont pas du tout de la communauté juive pour certains, et pour la plupart même, le directeur de l'école. C'était important pour vous d'avoir des récits essentiellement basés sur l'humanité, sur l'humain. Complètement, c'était encore une fois une volonté et j'ai mis un point d'honneur à ce qu'elle soit respectée jusqu'au bout, jusqu'au jour de la publication. Donner la parole sans filtre, en toute simplicité, à toutes ces victimes, à tous ces témoins, directs ou indirects. Pour certains, ils n'avaient jamais eu l'occasion de s'exprimer, pas une fois en 10 ans. Et enfin, 10 ans après, libérer la parole. C'était là, le but de ce livre. Je sais à quel point c'est encore très difficile pour vous, puisqu'on a passé beaucoup de temps ensemble en préparant cette cérémonie d'hommage. Qui était pour vous Jonathan et ses enfants, et Myriam? Jonathan, c'était le grand frère, un cousin, un oncle, un ami, un confident. Il avait toutes les casquettes à la fois. Harry et Gabriel, c'était des petits frères, un cousin. Pareil pour Myriam, c'était notre petite sœur, on l'appelait souvent l'ange. Quand elle passait dans la cour de récréation, certains élèves avaient l'habitude de dire « Regarde, il y a l'ange qui passe ». On était très souvent avec eux. J'ai eu l'occasion de m'occuper d'eux à plusieurs reprises, de garder Myriam, de garder Harry et Gabriel, de m'asseoir au piano aux côtés de Myriam, de jouer avec Harry et Gabriel dans la cour de récréation, lorsqu'ils étaient sur leur vélo ou chez eux en train de faire des jeux, des constructions. Ils faisaient partie de notre quotidien. Le 20 mars 2022, nous avons rendu un hommage à Toulouse, hommage qui réunissait le président de la République, Emmanuel Macron, le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, deux anciens chefs d'État, Nicolas Sarkozy et François Hollande, d'autres personnalités du monde politique et communautaire, un moment fort, un moment digne et républicain en hommage aux disparus. Vous, Jonathan, des élèves, des jeunes élèves qui ont aujourd'hui 18 ans et qui avaient 8 ans à l'époque, des anciens élèves, Samuel Sandler, ont écrit à Myriam, à Jonathan, Harry et Gabriel. Nous les écoutons.
Samuel Sandler. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'État d'Israël, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président Nicolas Sarkozy, Monsieur le Président François Hollande, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis. 27 janvier 2012, au téléphone, Eva me raconte que Liora commence à marcher, à dire quelques mots. Ma belle-fille se réjouit que je vienne le lendemain les voir. Ils ne sont à Toulouse que depuis 6 mois. Ce 28 janvier, je sors du métro, cherchant des yeux le nom de la rue afin de m'orienter jusqu'à leur adresse. Soudain, j'entends des cris, des pépiments excités, une cavalcade. Dans le soleil hivernal qui m'éblouit, je reconnais à contre-jour mes 2 petits-fils qui dévalent la pente en tendant les bras vers moi. « Papy !» crie-t-il, se bousculant pour être le premier à se jeter contre mon torse, se disputant la primeur d'être pris dans mes bras, soulevé contre le ciel et embrassé. Jonathan, leur père, n'a pas couru, il nous rejoint en riant et je l'embrasse. Ce 28 janvier 2012, c'est la dernière fois que je tiens contre moi mon fils et mes 2 petits-fils. Ce 28 janvier 2012, Gabriel, Arié et Jonathan ont encore 51 jours à vivre. Nous nous étreignons, Jonathan sourit, 51 jours avant que nous soyons condamnés pour l'éternité. Depuis ce carnage, je vis sous anesthésie, comme un fantôme dont les émotions sont effacées, les rires assourdis et les humeurs atones. Même les paroles de mes proches se sont transformées en murmures que je peine à entendre. L'absence de Jonathan, de Gabriel et d'Arié me hante. Que veut dire 10 ans pour les familles, si ce n'est le battement immuable et infini du métronome? Le temps n'apaise pas l'affliction, bien au contraire. À la douleur s'ajoute l'incompréhension. J'écrirai, je parlerai pour faire de la malédiction un mensonge, un récit contre l'anéantissement dans la poussière, de l'encre pour conjurer le sang versé. Ces mots sont leurs stèles, le parchemin où leur rire, leur chant, leurs pleurs et nos hésitations ne s'effaceront jamais. La fresque où mes enfants tués, mon cousin Jeannot déporté, mes grands-parents pourchassés, mon père traqué, ma mère internée et ma sœur cachée prendront chair aux côtés de mon épouse, de ma fille, de ma belle-fille, de mes petits-enfants survivants et de ceux à naître, de mes amis, de mes professeurs, de nos élus, de mes frères juifs, catholiques, protestants, athées et musulmans, la chorale des morts et des vivants. Qu'on ne se souvienne que des victimes, qu'à leur mémoire de martyrs on érige des stèles, on nomme des rues, on inaugure des squares, on prononce des oraisons, on déclame des éloges, on récite des prières. Qu'ils vivent dans nos paysages, dans nos livres et que leur nom sans fin soit loué. La guerre contre les miens n'a jamais cessé. Elle a juste repris son souffle pendant 70 ans avant de nous frapper de nouveau. C'est l'arrestation sous les vociférations de Goebbels de mon cousin Jeannot le 16 janvier 1943 par le commissaire de police qui ordonne de récupérer Jean en classe dans son école primaire de Sainte-Adresse, cour Tronchet. C'est l'assassinat en ce 19 mars de Jonathan, Arié, Gabriel et Myriam, suivi des vociférations de l'imam Tataï, de plusieurs de ses collègues toulousains et ariégeois. À la lisière du monde, devenu mon propre fantôme, je m'oblige à me tenir debout pour porter haut la mémoire des miens, la vôtre, mes enfants, dont les chemins sont justes, et je me souviens des jours anciens, les nôtres, ceux du Toulouse de Monseigneur Saliège, ceux de Toulouse de Saint-Exupéry. Je vous remercie.
Jonathan. « 10 ans. 10 ans que vous nous avez quittés. Arié, Gabriel, Jonathan, Myriam. 10 ans que les souvenirs reviennent quand votre absence semble irréelle. Du courage, oui, il en a fallu pour avancer sans vous et pour faire face à votre départ brutal. Vous qui aviez tant à faire, tant à transmettre. Cher Arié, cher Gabriel, sachez que depuis ce jour, je ne peux m'empêcher de penser à vous, lorsque je joue avec mes neveux ou lorsque je les couche. Tous ces instants du quotidien, pourtant si anodins, me rappellent. Ils me rappellent cette chance que j'ai eue de vous connaître. Cette chance d'avoir pu, à plusieurs reprises, m'occuper de vous, me porte et ne me quitte plus. Vos âmes d'enfants ne vous empêchaient pas de tenter par tout moyen de retarder l'heure du coucher. Et vous y parveniez toujours parfaitement. Mais après tout, vous n'étiez que des enfants. Comment aurais-je pu un seul instant vous en tenir rigueur? Alors nous rigolions. Beaucoup. Tout le temps. Je me souviens tout particulièrement de vos têtes passées dans l'arche de la porte, pensant naïvement que je ne vous voyais pas vous tortiller l'un serré contre l'autre, cherchant sans cesse à m'observer assis dans votre salon. Vous n'étiez que des enfants. Cher Jonathan, tes conseils avisés au quotidien et nos discussions me sont encore utiles chaque jour. Je te vois me parler. Je te vois me raisonner et me donner de précieuses recommandations lorsque je sais que tu aurais pu m'apporter de l'aide. Car c'est ce que tu avais l'habitude de faire avec chacun d'entre nous. Tu savais toujours répondre présent à l'appel lorsque nous te sollicitions. Tu venais souvent nous voir dans nos chambres pour discuter, savoir comment nos journées s'étaient passées, savoir ce que nous révisions, ou tout simplement pour être avec nous, dans la plus grande des simplicités, mais toujours avec tant de générosité. Chère Myriam, ma petite Myriamie, comme on avait l'habitude de t'appeler, lorsque je t'ai vue pour la dernière fois, tu t'en allais vers l'entrée de l'école en sautillant, comme le font les petites filles de 8 ans. Qui aurait cru que ce serait la dernière fois que je te verrais? Qui aurait cru que quelques instants plus tard, tu ne serais plus? Moi, si j'avais su, je serais venu te serrer dans mes bras. Tu m'aurais sans doute repoussé par pudeur, car quelle pudeur tu avais pour une petite fille de 8 ans. Mais je ne t'aurais pas laissé faire, non. Car ton sourire, ton regard bleu et tes cheveux blonds me manquent terriblement chaque jour. 10 ans déjà que je ne réalise toujours pas que je ne te reverrai plus. 10 ans après, que seriez-vous devenus si la vie ne vous avait pas été si injustement prise? Je vous vois, Arié et Gabriel, 2 frères, unis et forts. 2 frères, heureux et épanouis, entourés de vos parents, toujours si bienveillants à vos égards. Je vous vois, là, dans mes pensées, devenus de jeunes adultes, pleins d'entrain, ressemblant tantôt à votre papa, tantôt à votre maman, et vous occupant avec tant de délicatesse et de précaution de votre petite sœur Liora. Je t'imagine, Jonathan, plein de sagesse et toujours autant impliqué dans tes relations aux autres, fier de tes enfants, devenus beaux, bons et grands. Je te vois, Myriam, courir, chanter, danser, vivre, devenue une femme, prête à affronter la vie, avec tant de fougue et une énergie débordante. Jonathan, Arié, Gabriel, Myriam, ensemble, là-haut, je vous imagine veiller sur nous. Moi, je me bats pour faire briller vos mémoires à travers le temps et prie pour des jours meilleurs qui nous mèneront à ces retrouvailles tant attendues. Merci.
naissent. La semaine dernière, on m'a demandé de faire un discours pour toi, Arié. Alors, j'ai directement accepté. J'ai voulu écrire ce discours en faisant refléter l'image que tu nous renvoyais. Et oui, déjà 10 ans que tu es parti. Nous voilà en seconde, et pourtant, 10 ans après, tu es toujours aussi présent. Et j'ai l'impression que tu évolues et grandis avec nous. Je n'ai pas envie de parler de toi au passé, parce que pour nous, tu es toujours là. Lorsque je pense à toi, je ne cesse de revoir ton air malicieux avec ton sourire et tes grands yeux pétillants. Alors certes, cela fait déjà 10 ans que tu n'es plus avec nous physiquement, mais 10 ans que ton sourire nous suit et nous aide à avancer malgré le manque. 10 ans que vous êtes partis, toi, Myriam, Gabriel et Jonathan, que l'école se lève tous les matins en pensant à vous, que l'on se soutient tous pour passer cette terrible épreuve, que la vie de tous les élèves a basculé et que notre innocence s'est envolée. J'ai choisi de vous lire un extrait des paroles de la chanson « Nos absents » de Grand Corps Malade, qui, pour nous, raconte exactement ce que nous ressentons quand nous pensons à Gabriel, un absent qui aurait été notre ami, qui aurait joué avec nous et qui nous manque tout simplement. C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque tangible, car l'amour qu'on leur donnait est orphelin et cherche une cible. Pour certains, on le savait, on s'était préparé au pire, mais d'autres ont disparu d'un seul coup, sans prévenir. On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sans notre accord, car la mort a ses raisons que notre raison ignore. Alors, on s'est regroupés d'un réconfort utopiste. À plusieurs, on est plus fort, mais on n'est pas moins triste. C'est seul qu'on fait son deuil, car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Nos absents sont toujours là, à l'esprit, dans nos souvenirs. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves comme si de rien n'était. On se rassure face à la souffrance qui nous serre le cou, en se disant que là où ils ont sûrement moins mal que nous. Alors on marche, on rit, on chante. Mais leur ombre demeure, dans un coin de nos cerveaux, dans un coin de notre bonheur. Myriam, toi, mon amie, voilà 10 ans. 10 ans de ton absence, de solitude, d'amertume. 10 ans que tu as été arrachée à l'affection de tes parents, de ta famille. Mais 10 ans, ce n'est qu'un chiffre. Un chiffre qui ne veut rien dire quand les cicatrices demeurent, quand la blessure vit au fond du cœur. Elle est indélébile et éternelle. Ce jour glacial du 19 mars, où tout s'est arrêté, où notre monde s'est effondré. Depuis 10 ans, une seule question persiste en moi. Comment vivre sans toi? Alors je me suis réfugiée. J'ai enfermé au fond de mon cœur un écrin dans lequel j'y range notre jardin secret, nos souvenirs et notre belle amitié. Rien n'est plus vivant qu'un souvenir. Personne ne peut arracher un souvenir. Pendant les moments de mélancolie, je m'isole dans ce monde imaginaire avec toi. Quelle femme de 18 ans serais-tu aujourd'hui? Cet âge si symbolique, celui où l'on peut enfin mener, avec indépendance, tous les projets que l'on rêve de réaliser. Toi, tu rêvais d'être enseignante, danseuse ou médecin. Tu avais envie de croquer la vie avec une foi inébranlable. Je me souviens de ton rire, de ta voix, de ton regard, ces sens qui demeurent à travers le temps et ne vieillissent jamais. Aujourd'hui, 10 ans après, j'ouvre à nouveau cet écrin avec tristesse et nostalgie. Myriam, serre-moi fort dans tes bras. Enveloppe-moi de ta délicatesse et de ta foi. En refermant cet écrin aujourd'hui, je te fais la promesse de le garder au fond de moi, de faire vivre nos souvenirs et avec eux, de faire vivre pour toujours ta mémoire.
19 mars 2012, 7h55. Une école, des enfants, un tueur. Nous sommes un simple lundi de mars, loin d'imaginer ce que nous allons vivre dans notre école, notre havre de paix. Pourtant, un individu guidé par la haine et la violence a décidé de semer le chaos dans notre école. Les semaines qui succédèrent cette journée ne sont que pleurs, deuil, cauchemars et inquiétudes. Étonnamment, ces semaines ont aussi été peuplées d'amour, de solidarité et de fraternité. L'école était devenue une famille, unie par le chagrin. Lundi 19 avril 2012, 7h55. Une école, des enfants, nous sommes en classe. Il faut que vous imaginiez des enfants ayant vécu un drame un mois auparavant, retournés à l'école, assaillis par les flashs des journalistes et entourés d'une haie de militaires. Cette journée nous laisse des cicatrices pour la vie, mais lorsque nous rentrons dans l'enceinte de l'école, elles s'estompent. Nous faisons mine de les ignorer, dans un excès de reconnaissance, envers nos professeurs, le directeur et son épouse, qui, malgré la perte de leur fille dans la tuerie, mettent un point d'honneur à faire vivre une journée normale d'école à leurs élèves. Nous avons tous failli mourir ce jour-là, mais nous continuons d'être ensemble et tentons d'effacer le souvenir du sang en le remplaçant par des rires d'enfants. Les destins d'Arié, Gabriel, Jonathan, Myriam ont été fauchés par une volonté haineuse et sauvage. 10 ans après, au-delà de tous les discours, nos réflexions, nos dénonciations, nos bilans, la réalité, la terrible réalité s'impose froidement. Arié n'a jamais fêté sa bar mitzvah. Il a lâchement été assassiné le 19 mars 2012 parce qu'il était juif et il avait 3 ans. Gabriel n'est jamais entré au lycée. Il a lâchement été assassiné le 19 mars 2012 parce qu'il était juif et il avait 6 ans. Jonathan a vu ses enfants mourir devant lui et ne verra jamais Liora grandir. Il a lâchement été assassiné le 19 mars 2012, il avait 30 ans. Et Myriam ne votera pas à cette élection présidentielle ni à aucune autre. Elle ne sera jamais maman. Elle a... Elle avait 8 ans. Qu'est-ce qu'a représenté pour vous cet hommage? Est-ce que ce moment fait maintenant partie de votre chemin de reconstruction? Chaque hommage est important. Je crois que cet hommage était encore plus important que ceux des années précédentes parce qu'il marque un tournant. 10 ans. Je crois que symboliquement, ça marque un moment fort. La cérémonie qui a été mise en scène et organisée par vous-même était très attendue, je crois. Et je pense aussi qu'on avait beaucoup de craintes, forcément. Et on a eu cette chance, finalement, d'avoir une cérémonie avec beaucoup de dignité, mais aussi beaucoup de délicatesse. Et je crois qu'en tant que victime, rescapé, survivant, enfin... En tant que jeune élève présent ce matin-là, on attendait cette délicatesse et on en avait besoin. Lorsqu'on vous voit tous ensemble, unis, forts, vous, les élèves de l'école Oratora, vous semblez être comme un cercle indestructible. Il y avait un mélange d'anciens élèves, il y avait un mélange de jeunes aujourd'hui présents à l'école, il y avait toute la communauté, il y avait tous ces instituteurs, dont Laurent, le directeur, qui n'est pas de confession juive. Est-ce que vous avez ce sentiment que quelque part, il y a une solidarité et une force qui vous a tenus tous debout? C'est précisément cette solidarité qui nous permet de tenir encore debout aujourd'hui. Précisément.
Cette solidarité, elle existait déjà avant. Et le 19 mars est venu souder ces liens. Et aujourd'hui, ce lien, il est indéfectible. Je pense que personne ne peut réellement le comprendre, mais c'est ce qui nous permet de tenir debout. Dans votre livre, vous évoquez la Shoah, où des millions d'enfants ont été fusillés, gazés, simplement parce qu'ils étaient juifs. Cette comparaison peut être très très dure à concevoir pour certains, et pourtant, plus de 70 ans après, en France, qui aurait pu s'imaginer qu'une telle cruauté puisse encore s'abattre sur la communauté juive? C'est pour ça que vous faites ce parallèle dans votre livre? C'est pour cette raison-là que vous osez carrément comparer ça à la barbarie qui a eu lieu il y a 70 ans? C'est une comparaison très difficile, que je fais avec beaucoup de précaution quand même. Bien sûr. Mais c'est un parallèle qui est indéniable. Et je le dis, en 1940, on fusillait des enfants parce que juifs, et en 2012 aussi. Et pourtant, en 1945 et en 1950 et en 1980, on a crié plus jamais. Et en 2000 aussi, on a crié plus jamais. Et ça n'a pas empêché que ce 19 mars 2012, le plus jamais, il est parti ensemble, finalement. L'attentat perpétré ce 19 mars est partout cité du nom du tueur et jamais celui des victimes. Ils étaient pourtant la plupart des enfants. Est-ce que vous avez trouvé ça injuste? Est-ce que c'est ce qui a motivé votre combat d'écrire ce livre? Ça a participé très fortement. Très vite après l'attentat, on parle de l'assassin, on parle du tueur. On cite tout le temps son nom, jamais celui des victimes. On oublie trop souvent que des militaires sont tombés aussi sous ces balles. Mohamed Le Gouad, Abel Chenouf, Imadi Benziaten. On les oublie trop souvent. Loïc Libert, qui a été blessé, tétraplégique aujourd'hui. Jonathan, Arié, Gabriel, Myriam. L'affaire porte son nom, c'est une des seules affaires en France qui porte le nom de l'assassin. On parle de l'affaire Sarah Halimi, Ilan Halimi, Mireille Knoll, Bataclan, Hypercacher, Charlie Hebdo. Mais on ne parle pas de l'affaire Toulouse, ni de l'affaire Montauban, on ne parle pas de l'affaire de l'école Ozaratora, on parle de l'affaire qui porte le nom de l'assassin. Vous avez raison. Encore ces derniers jours, dans des journaux importants, on faisait un portrait de cet homme et pas de l'assassinat de ses enfants. Le directeur de l'école a perdu ce jour-là sa petite fille, Myriam. C'était son ange. Cet homme, Yaakov Monsonego, est un homme pieux. Le 20 mars, une cérémonie a eu lieu en début d'après-midi à l'école Oratora, devant l'arbre en mémoire des victimes. Il a voulu que ce soit une cérémonie très intime. Il n'a même pas voulu venir après à la grande cérémonie qui s'est déroulée à la Halle aux Grains par pudeur, parce qu'il n'avait pas envie de se confronter à la foule. Qu'aviez-vous envie de dire à ce moment-là? Et à qui? La cérémonie du matin, comme vous le dites très justement, c'est une cérémonie très intime, très forte aussi, de façon différente de celle de l'après-midi, évidemment. Et à ce moment-là, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer et de pouvoir m'adresser au directeur et à son épouse. Et j'en ai profité pour les remercier. Et je crois que ce merci était nécessaire. Parce que 10 ans après, ils sont encore là. Comme je le dis, présents, debout et forts. Forts. Monsieur le Premier ministre, chers professeurs, chers élèves, chers parents d'élèves, cher Rav Monsonego, cher Yafa, à qui s'adresser aujourd'hui, si ce n'est à vous? Avec qui partager les souvenirs? À qui raconter? Avec qui partager notre amour, si ce n'est avec vous? Sachez que les mots que je prononcerai dans ce discours ne seront jamais assez puissants pour décrire l'amour inconditionnel que nous vous portons. 10 ans déjà que l'impossible s'est produit. 10 ans pourtant que vous êtes là, présents,
debout, fort. Vous avez su avec tant de dignité et de bravoure revenir. Vous nous avez montré quel était le chemin de la reconstruction lorsque 3 jours après, vous encouragiez le corps professoral à nous accueillir dans l'enceinte de l'établissement, précisément là où tout notre monde venait de s'effondrer, où tout venait de basculer. Quel papa endeuillé se soucie de ses 200 élèves quand plus rien ne semble pourtant logique? Comment vous remercier alors? En avançant avec un courage semblable au vôtre, c'est évident, et en nous tenant à vos côtés. Rav Monsonego, Yafa, votre école a toujours été un havre de paix. Elle a été mon berceau, ce cocon qui permet à un enfant de grandir en toute confiance et de s'épanouir avec sérénité. Votre ferme volonté de révéler le potentiel de chaque élève m'a offert cette opportunité, celle de grandir et de me dessiner un avenir heureux. Quand on me demande comment nous nous sommes relevés, je réponds toujours par un seul et même mot, solidarité. Car ce lundi 19 mars 2012, l'horreur à laquelle nous venions d'assister semblait insurmontable. La vie perdait tout son sens, et nous nous retrouvions alors propulsés dans une réalité terrifiante et faisions face à une douleur et une peine incommensurables. Sharon, Ariel, Dovan, Sarah, Léa, Menachem, Eli, Dylan, Igal, Stella, Lior. Voilà les prénoms de quelques élèves, ou devrais-je dire enfants, âgés de 12, 15, 16 ou 17 ans, présents ce matin-là. Une poignée de secondes a suffi pour que nous nous retrouvions privés pour toujours de la délicatesse et de la générosité de Jonathan, de la solidarité d'Ari et de Gabriel et de la pudeur de Myriami. Cette même poignée de secondes a suffi pour que nos âmes d'enfants s'envolent et soient perdues à tout jamais. Mais alors comment se reconstruire? Comment se relever? Malgré la brutalité et la violence de ce 19 mars, rien ne pourra venir effacer les souvenirs des jours heureux et tout ce que nous avons construit ici même, au sein de cet établissement. J'ai trouvé en votre école la famille qui est venue compléter la mienne. Rav Monsonego, sachez que vous êtes le papa de tous vos élèves, le papa dont la rigueur est nécessaire pour se construire et avancer sur le chemin de la réussite. Yafa, tu as vite pris le rôle d'une maman que je n'avais plus et a toujours été disponible et à notre écoute à tous. Rav Monsonego, Yafa, merci. Merci d'être resté quand partir semble être la seule solution. Nous vous devons beaucoup. Nous en avions conscience. Sachez que nous serons toujours là. Toujours. L'école Ozer HaTorah s'appelle désormais Or HaTorah. Pouvez-vous nous expliquer ce changement de nom, car cela arrive dans la tradition juive? Ce changement de nom, il intervient quelques jours après le 19 mars 2012. On a souvent cru que c'était en lien. Il y a eu des démarches qui étaient déjà entreprises auparavant. L'école faisait partie d'un groupe scolaire et souhaitait prendre son indépendance depuis très longtemps. Et les choses se sont faites concomitamment, peut-être pas par hasard finalement. Et aujourd'hui, l'école s'appelle Or Torah, comme vous le disiez, ce qui signifie la lumière de la Torah. Et je crois que la signification est très forte, parce que plus que jamais, dans cette école aujourd'hui, on y retrouve de la lumière. Merci Jonathan Chetrit. Merci à vous. Merci de votre témoignage, de votre force, de votre dignité, qui est une leçon, qui est un modèle pour nous tous. Malgré l'horreur de tout ce que vous avez traversé ce jour-là, vous vous montrez tous exemplaires, remplis de paroles de paix, de reconstruction, de résilience. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. À très bientôt.